Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans The Trick Play Podcast pour ce nouvel épisode récapitulatif du week-end de college football, le récapitulatif de la week 10. Aujourd'hui, Kevin, avec moi Robin. Salut Robin. Salut Kevin, ça fait longtemps? Ouais, ça fait très longtemps, ça fait plaisir de t'avoir. Et on est entre Ducks aujourd'hui. C'est pas la première fois, mais ça fait toujours autant plaisir. On va pouvoir se faire un petit truc sympathique. Non, en vrai, on va pas vous embêter avec Oregon. Il y a quand même de plus gros morceaux au programme de cet épisode. Mais on va quand même commencer par Oregon. Oregon classé numéro 1 du pays à l'AP Poll. Après le match de ce week-end, première fois de son histoire classé numéro 1 de manière unanime. Après que Wilner se soit enfin sorti le doigt du cul et arrêté de mettre Georgia numéro 1 du pays. Oregon numéro 1 au classement CFP, donc des playoffs du comité. On y reviendra un peu après. Et surtout, Robin, Oregon qui a gagné à Michigan dans un match où tu étais dans les tribunes. Et oui, j'étais dans le stade, le plus grand stade des États-Unis et même du monde occidental, hein, parce que c'est le troisième plus grand du monde derrière un stade en Inde et un stade en Corée du Nord, donc on va pas trop les compter. C'était une sacrée expérience parce que de l'extérieur, on voit rien. En fait, c'est un stade qui est creusé dans le sol. Donc il y a juste le panneau M, enfin tu sais, les deux panneaux M. C'est les seuls trucs qui ressortent du stade de l'extérieur. Autrement dit, tu conduis à côté, tu le vois presque même pas. Donc moi, j'ai fait la route en voiture depuis Québec, là où j'habite. Un bon petit 27 heures de route, 2600 km aller-retour. Tout ça pour aller voir ce match. Et on peut le dire, c'était un long fleuve tranquille pour Oregon. Un match qu'ils ont maîtrisé de A à Z, à part deux petites actions où Michigan a quand même euh, a eu de quoi respirer. Sinon, Oregon a totalement dominé le match et il prouve que il mérite d'être numéro 1 unanime. Comme tu le dis, c'est la meilleure équipe du pays actuellement. Ils ont mal commencé, mais finalement, depuis ça, on sait que des blow-out, hein, de toute façon. C'est pour ça que dans le troisième quart, il n'y a même pas besoin de forcer son talent, puisqu'ils sont déjà deux ou trois positions d'avance. C'est ça, c'était un match relativement tranquille. On savait que c'est un peu ce qu'on a dit dans le 1-2-6, c'est qu'on voyait pas Oregon perdre s'il marquait plus de 17 points. Comme quoi cette benchmark était un peu une petite prophétie parce que c'est ce qu'a marqué Michigan. Michigan a marqué 17 points, personnellement, c'est ce que je les voyais marquer, mais j'étais persuadé qu'Oregon marquerait plus et je voyais pas Michigan marquer plus que ça. Donc score final 38-17, 28-10 à la mi-temps. Un Dylan Gabriel toujours aussi impressionnant. Chose à noter au niveau des blessures, retour de blessures, parce que là il y a des choses importantes. Côté retour, donc il y a Terence Ferguson, le tight end, et Jordan Burch, le, le defensive end, qui sont revenus sur ce match. Mais Oregon a perdu donc Tej Johnson, son receveur numéro 1, qui d'ailleurs était parti pour battre pas mal de records en carrière à Oregon en n'ayant joué que 2 saisons. Et deuxièmement, surtout qui pour moi est potentiellement plus problématique, c'est la blessure de Harper, le garde Le left droit. guard, Il tourne un peu entre ouais, il droit et gauche, hein, tourne. ça arrive. On a vu les problèmes qu'avait Oregon quand ils cherchaient un peu leur. C'est simple, hein, les deux seuls matchs où Oregon a eu du mal entre guillemets contre des équipes contre qui ils auraient pas dû, contre pas le match contre Ohio State, c'est les matchs où ils essayaient de voir ce que ça donnait leur O-line sans Bedford. Là, sans Harper, euh, la problématique c'est que ils ont fait rentrer Kavika Rogers. Sauf que le pauvre premier snap, quand tu rentres comme ça à froid dans un match, tu te tapes Mason Graham. Ouais, c'est ça, tu tapes la Euh, meilleure D-line du pays presque. voilà, Il donc faut se mouiller la nuque. il a pas forcément été en valeur, ça c'est clair. Il y a des chances que ce soit plus Dave Ayuli qui est sorti de d'injury report, qui devrait potentiellement jouer. On aura une indication contre Maryland. À savoir que ces deux blessures, on s'attendait à ce qu'elles soient relativement graves, voire season ending. D'après Dan Lanning, c'est l'inverse. Les deux blessures sont beaucoup moins graves que ce qu'on pensait initialement pendant le match. Donc on croise les doigts. Il y a des chances que Harper revienne quand même plus vite que Tej Johnson. Donc voilà, c'était un match qui, comme tu l'as dit, qui était quand même assez maîtrisé de la part d'Oregon, comme c'est le cas depuis maintenant la Week 3 contre Oregon State. Moi, ce qui m'a un poil plus étonné, c'est le niveau de Davis Warren, le quarterback de Michigan. Ça fait 2 matchs qu'il Ouais. est depuis la blessure de Tuttle en fait où il y a quelque chose qu'on voyait pas au début de saison.
les 2 touchdowns qu'il met, j'étais relativement étonné. Ah, il C'est envoie des belles balles. ah ouais, c'est un scramble à droite où il met back shoulder alors que le marquage de Johnson, le DB, il est incroyable. Et la deuxième dans la course, pareil, en rollant à gauche, sur un mec qui crosse dans la end zone comme ça au milieu de tous les DB. Et franchement, Oregon a vraiment sold out contre le run game. Je crois qu'il y a 7 tackles for loss, dont le premier par Derek Harmon sur le premier jeu du match où il éclate tout le monde sur la O-line pour aller plaquer le running pour moins 5 yards ou un truc comme ça. Mais non, il y a c'est peut-être une lueur d'espoir pour Michigan pour la fin de saison, en sachant ils ont encore Penn State et Ohio State, si j'ai pas de bêtises. Donc, ils ont Ouais, c'est ça. une fin de calendrier qui est un peu compliquée. Après, faut arrêter de faire jouer Orgy Orgy, ouais. Bah, en situation de run évidente. Le type, il a pas lancé une ils passe. l'ont mis en 4e et 5 sur l'action qui pouvait enfin, potentiellement les garder dans le match. Ils ont joué une sorte de reverse pass, mais il est excellemment bien marqué par Matayo Ugalele. Comme j'ai dit, hein, très clairement, le meilleur des deux frères Ugalele, c'est Matayo, c'est pas DJ. Ah Et oui. c'est même pas une conversation. Donc non, Oregon convaincant et clairement pas usurpé ces différentes places de numéro 1 cette semaine. Un dernier Ouais. petit mot sur Oregon, Rob, ou sur l'ambiance de Non, Michigan? mais l'ambiance, écoute, j'ai trouvé qu'il y avait plus de bruit à Oregon. À part Après, sur. c'est pas le même déroulé pour l'équipe à domicile, quoi. Je pense que ça Non, mais aide. tu sais, même au début du match, tu sais, il y avait encore, tu sais, il y avait 110 Ouais. 571 ou 576 personnes, tu vois. Même au début du match, tu sais, où Oregon, ils sont en troisième tentative quand ils prennent la balle. Tu sais, il n'y a pas énormément de bruit. Il y a eu du bruit quand ils ont marqué un touchdown pour revenir à genre 14-7 ou quelque chose comme ça. Mais autrement dit, en fait, il y a eu du bruit par moment. Certes, c'était fort, mais la plupart du temps, c'était assez silencieux, même depuis le début du match. Et bah, à quoi il restait 6 minutes. Oregon récupère la balle avec genre 6 minutes restantes. Tout le monde est parti. Dis-toi, Ouais. j'étais venu en voiture et on a mis 20 minutes à sortir des parkings. Alors que si tu as 110 000 personnes, bien évidemment que ça met plus de Ouais, temps. tu mets 1 heure, ouais. Et Ouais, j'ai vu que c'est vrai tout le monde il s'était disait qu'à la barré. fin du match, c'était très vert quand même le stade, hein. Ah, mais il restait plus que des gens Ouais. d'Oregon, mais tout le monde s'était barré. Donc j'ai trouvé que c'était un peu dommage, mais en tout cas, c'était une bonne expérience. Puis c'est vrai que bah, te rends compte hein, pourquoi est-ce qu'ils mettent 110 000 personnes. C'est parce que c'est pas des vrais sièges assis, c'est que des bancs. Mmh. Donc, si tu as deux mecs gros à côté de toi, et moi c'était le cas, bah en fait, il y a une chaise qui disparaît et le gars est dans les Ouais, tribunes. ça fait une place en moins, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis quand tu Euh, connais les Américains, ça fait beaucoup de place en moins, quoi. Exactement. Mais sinon, c'était très bien. Michigan, très, très, très bon hôte. Et franchement, j'ai apprécié. Premier match à l'extérieur, dans le plus grand stade du monde occidental. Et mais pour le coup, c'était super fun. Et en plus, pendant le tailgate, on a regardé, je pense, le match dont on va parler juste après. Ouais. Euh, Est-ce qu'on va parler de Penn State, Ohio State? Non, on en parlera, on y vient juste après. On Ok. va juste enchaîner sur le numéro 2 du pays. Du coup, on va faire plus ou moins dans l'ordre là-dessus pour le début. Euh, donc ouais, parce que c'est un match sur lequel on va pas trop s'attarder avant effectivement peut-être de plus se poser sur le gros morceau du week-end et sur les implications. Donc on va parler rapidement du déplacement des Florida Gators de notre ami Guigui qui est en fin de retour en France. Alors le déplacement non, c'était un match sur terrain neutre à Jacksonville contre le numéro 2 du pays, Georgia. Victoire 34-20 pour Georgia. Fait marquant du match, bah, il y en a deux pour moi. C'est le fait que il y avait, il y avait 20 partout dans le troisième quart-temps et que c'est surtout la blessure de DJ Lagway. La blessure de DJ Lagway qui est, alors apparemment c'est les ischio-jambiers, enfin l'ischio-jambier si je dis pas de bêtises. Pareil, ce serait potentiellement moins grave que prévu. Par contre, c'est leur deuxième QB qui est blessé. Ils ont fait jouer un comment il appelle ça? C'est quoi? C'est un redshirt walk-on qui est transfert de Yale ou un truc comme ça. Warner, je crois. Et bah forcément, quand tu te tapes la défense de Georgia, un peu comme on disait tout à l'heure avec la D-line de Michigan, quand les premiers snaps que tu prends, c'est cette opposition-là, ben c'est forcément un peu compliqué. Donc match pas extraordinaire de Carson Beck de l'autre côté. Encore pas mal d'interceptions. Je crois qu'il est à 8 sur ses 3 derniers matchs.
il est carrément sorti du top 10 pour les parieurs, on va dire, pour le Iceman. On n'entend plus parler alors qu'il y a, ouais, il y a 3-4 semaines, il était dans le top 3. Georgia qui s'en sort. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui pense que, et j'en fais partie, Rob, je sais pas ce que t'en penses, mais que si Laguez blesse pas et fait tout le match, il y a moyen que Florida prenne un upset de fou sur ce match. Ah, mais clairement, mais en fait, je regardais le match en replay, bah, justement ce matin pour préparer le podcast et je me suis rendu compte que, en fait, Florida et ils font les pics au bon moment, les stops au bon moment. Mm. Carson Beck est intercepté 3 fois, et c'est 3 fois dans des moments qui sont quand même, des moments clés et tu te sens que Florida peut le faire jusqu'au dernier quart. Dans le dernier quart, bon, ils prennent 2 touchdowns, dont un sur un pick. Enfin, ils lancent 2 picks qui amènent les touchdowns de Georgia. Mais au final, on se rend compte que, comme tu dis, sans la blessure de Lagway, c'est très certainement un match qui va jouer pour Florida. Et surtout, moi, j'ai trouvé que Georgia a pas fait a pas exécuté dans les gros moments. Tu sais, ils n'ont pas exécuté en troisième tentative au début de match la plupart du temps. Ils ont pas, tu sais, en troisième tentative, je crois qu'ils lancent 2 pics en troisième tentative. Ouais. Et c'est des pics qui sont assez moches. Et je trouve que c'est un peu bizarre de la part de Georgia de ne pas exécuter. Ouais. À voir si c'est un mauvais match et que la semaine prochaine ils vont rebondir, tu vois. Mais d'un côté, ça reste. Ça me fait penser au match contre Texas quand ils avaient galéré où ils avaient lancé des pics au début. Je pense que quand ils sont derrière au score, ils vont avoir du mal cette année. Mm. Et en sachant qu'ils ont pas forcément un calendrier hyper. Enfin, alors, ils ont les 2 dernières semaines qui sont relativement tranquilles, je pense. Ils reçoivent UMass et Georgia Tech. Par contre, effectivement, enfin, ce week-end, pardon, et le week-end prochain, c'est déplacement à Oxford pour jouer Ole Miss, numéro 16, et réception de Tennessee, numéro 7. Donc, il va falloir qu'ils trouvent une solution relativement rapide parce que Florida, certes, fait un bon match, mais il manque énormément de monde à Florida. On le sait. Et c'est pas le cas de Tennessee, c'est pas le cas d'Ole Miss. Euh, on va parler d'Ole Miss rapidement, même d'ailleurs, parce que Ole Miss, on va pas forcément en dire grand chose. Mais comme ça permet d'en parler, ça fait un petit segue. Ole Miss qui a éclaté Arkansas 63-31. Enfin, le retour de l'attaque d'Ole Miss, si je dis pas de bêtises, c'est le plus gros nombre de points scorés par Ole Miss contre une équipe dans son histoire dans un cas contre une équipe de SEC. Donc à voir ce que ça va donner. Ça, je pense que ça annonce un match assez explosif et ça va être très intéressant. Du coup, Rob, effectivement, on va passer sur le Penn State Ohio State, donc qui était quand même ce match-up entre l'équipe numéro 4 du pays qui était à 6-1, qui se déplaçait chez le numéro 3 du pays qui était encore invaincu à 7-0. Euh, c'était un classique de Big Ten, on va dire. On s'attendait pas à ce que ça fasse le score d'Ole Miss, mais ça reste quand même un match classique et qui malheureusement, comme d'habitude, tourne à l'avantage des Buckeyes. Ouais, bah toujours, c'est toujours le même match. Tu sais, on pourrait reprendre le match de l'année dernière, le match de cette année, le match d'il y a 3 ans, il y a 4 ans, c'est pareil. Je crois que le dernier high scoring game qu'ils ont eu, c'était quoi? C'était quand Saquon Barkley était là, où il y avait vraiment eu des gros scores, mais sinon, la plupart du temps, ça tourne autour de ouais, 24-20, 21-14, etc. Et je sais pas ce que tu en as pensé, Kevin, mais moi, je regardais d'un coup d'œil seulement parce que j'étais au tailgate. Mais qu'est-ce que Penn State peut avoir des regrets? Ils ont, mais Ouais. ils courent 3 courses il reste quoi, 5 minutes à jouer dans le quatrième. Ouais. Ils courent 3 courses au même endroit. Tu sais, ils font Plein 3 centre. dives, plein centre, et ensuite ils lancent je sais pas, un roll-out avec. Ouais, c'est en plus, tu rollout à gauche avec ton QB droitier. Non, mais Et ça n'a puis, aucun sens. et après, comment dire, le dive classique en first down, il m'a pas dérangé. D'accord? Le deuxième jeu, j'ai bien aimé parce que tu sais, c'était le sixième lineman, c'était le numéro 71, je crois, qui motion, ce qu'on a vu pas mal d'équipes faire avec par exemple Penei Sewell ou Trent Williams en NFL. Tu viens le faire pour faire un zone split, il va déboîter le D-end. Au moins, tu es sûr que ça ouvre le gap, ça t'ouvre le cutback. J'ai trouvé ça intéressant. Ça passe pas. Maintenant, troisième jeu, tu rejoues exactement la même chose qui vient de ne pas passer et le D-end voit le 71 arriver et s'occupe même pas du QB.
et va déboîter le O-line en motion. Et j'ai trouvé ça d'ailleurs, je trouve que ça arrive beaucoup maintenant alors que on avait la prépondérance du zone read, on va dire depuis quand même quelques années. Il y a des QB des fois tu te dis: «Mais gros, même si tu kippes la balle, tu rentres en moonwalk en fermant les yeux». Et le 3e down, Drew Allard, vous regarderez, le seul contain player, il va s'éclater contre le 71 en motion. Et si Allard garde la balle, il rentre, il a la moitié du terrain pour rentrer en marchant. Un peu comme le fameux bootleg de Peyton Manning contre les Cowboys où il feinte tout le monde et qui rentre en marchant tout seul dans la sideline. Pour moi, c'est un peu la même chose. Et après, ils ont le regret où ils forcent ce fumble de Will Howard, ce fameux fumble touchback, cette règle qui plaît ou pas aux gens en fonction de leur affinité. Il récupère la balle pour se faire intercepter dans la end zone sur une interception lunaire de, j'arrive jamais à prononcer son nom, mais désolé, le seul fait d'arme que j'ai pour lui, c'est celui qui s'est fait cracher dessus par Treshon Holden contre Oregon. C'est Igbenosun, je crois, si mes souvenirs sont bons. Ouais, c'est ça. Je crois que c'est quelque chose comme ça. Elle est catchée par le gars de Penn State, en fait, en voulant être sûr de mettre les pieds au sol. Je sais pas comment il fait, mais il sécurise pas le ballon et Igbenosun, il arrive à l'attraper, à mettre un pied dans le terrain, dans la end zone et donc à prendre à son tour le touchback et, et c'est bizarre parce que Penn State menait 10-0 parce que j'étais surpris parce que Will Howard se fait intercepter, si je dis pas de bêtises, se prend un pick six sur sa toute première passe. Même si effectivement j'avais prédit une victoire de Penn State, mais Penn State n'a juste tout simplement pas mis de TD offensif. Penn State a scoré sur un pick six sur la première passe d'Ohio State et puis après plus rien, 2 field goals et une sorte de marasme offensif à la Penn State auquel on a malheureusement l'habitude, mais auquel on s'y attendait pas forcément avec les progrès de Drew Allard et leur bon run game. Et pour moi, ça m'ennuie parce que Ohio State fait pas. En fait, je suis toujours circonspect sur ces deux équipes. Je trouve pas que ces deux équipes ont prouvé énormément. Elles se mettent beaucoup dans la gueule, mais je me dis qu'ils sont pas si forts que ça. Et quand tu regardes qu'au début du match, c'est les équipes 3 et 4 du pays, même si j'ai un peu le même sentiment sur certaines équipes de SEC, je sais pas, on en parlait un peu, je trouve qu'il n'y a pas vraiment, à part Oregon qui est du coup logiquement unanimement numéro 1 du pays, j'ai l'impression que derrière, en fait, tout le monde balbutie. Il n'y a aucune équipe qui est vraiment dominatrice quand elle devrait l'être. Et je sais pas, ça me perturbe un peu cette année, même si on est content, on va pas se le cacher, hein, le fait de pas avoir de top team qui écrase tout. Mais c'est un peu bizarre, je trouve. Je pense qu'on a plus l'habitude de pas avoir des équipes archi dominantes. Après, je pense qu'il y a quand même pas mal de blessés également. Tu sais, on parlait des blessés d'Oregon qui pouvaient être en train de. Qui pouvaient définir la suite de la saison pour les Ducks. Ohio State, c'est un peu pareil. Hein, ils ont perdu leur left tackle contre Oregon, il me semble. Il s'est C'est vrai, blessé. Simmons, ouais. Ouais. Et là, c'était leur right guard, quelque chose comme ça, qui jouait en left tackle pour la première fois de sa vie. Tu vois, je trouve qu'ils ont eu, tu vois, Ohio State, ils ont pas mal de blessés également. Ils ont pas mal de joueurs qui sont moins bons que prévu, notamment, tu sais, je pense à Denzel Burke Ouais. sur au poste de corner qui était attendu comme un énorme joueur. Et au final, le gars se fait cibler à toutes les chances que les autres équipes ont. Donc je pense que tu vois, il y a quand même le fait que les équipes soient diminuées physiquement, qu'ils aient joué aussi les kilomètres, hein, mine de rien. Tu sais, on parle de dominance. Le fait d'avoir des kilomètres à faire, très, très, je sais pas, tu dois faire 1500 kilomètres pour aller jouer un match. Bon, là, c'est pas le cas, mais au fur et à mesure de la saison, ça doit prendre un coup. Tu vois, Ohio State, ils sont venus à Eugene. Bah, mine de rien, c'est quand même un sacré voyage. Peut-être que ça crée de la fatigue pour les semaines à venir. Peut-être que ils ont galéré contre Nebraska. Peut-être que ça a créé de la fatigue émotionnelle également. Je pense que tu as beaucoup de facteurs au fait que ce match-là, il soit toujours un peu mauvais et que ces équipes-là, elles dominent pas forcément. En tout cas, moi, je trouve que, tu sais, comme tu dis, tu sais, Ohio State, Penn State, c'est pas qu'ils méritent pas ces places de quatrième du pays ou de premier ou de deuxième, etc. C'est que ils ne jouent pas comme ça, mais personne ne joue comme un deuxième du pays, ni comme un troisième. Donc, bah, ils les mettent là par défaut. euh, Parce qu'il n'y a personne d'autre, tu vois.
Et du coup, effectivement, le gros mismatch, hein, on l'avait annoncé dans le 1-2-6, hein, le match. Moi, j'avais dit, hein, si je suis Penn State, je mets Abdul Carter contre le backup left tackle. Ça a pas manqué. Je crois qu'ils leur mettent 3 sacs sur 3 third down d'affilée, 2 sacs d'Abdul Carter. Donc, c'est ça. Et Will Howard qui fait pas un match folichon. Il est à moins de 200 yards. Il fait quoi? Il fait 16 sur 24, 182 yards de TD à la passe. Mais c'est lui qui tue le match à la fin avec ses jambes. C'est lui qui va prendre les first down pour clôturer le match. Donc, on sait que c'est une partie de son jeu aussi. Et on sait que ce match était un peu particulier pour lui parce que c'est un gamin de Pennsylvanie. Il voulait être recruté par Penn State et du coup, la première passe de sa carrière qu'il complète pour un mec de Penn State, c'est un pick six. Donc, c'était pas forcément la manière dont il l'attendait, mais voilà, c'était pas, pour moi, c'est pas un match où les équipes ont prouvé grand chose. Je pense que même la défaite de Penn State, elle se reflète aussi dans le classement qu'ils ont encore au committee, hein. Par exemple, hein, on en parlera après, mais le committee, ils les ont quand même numéro 6. Je crois que c'est le même classement à l'AP Poll, donc ils perdent que 3 places. C'est pas si terrible que ça pour eux. Et en attendant le résultat de Indiana Ohio State, ils restent pour l'instant mathématiquement en course, au moins pour le Big Ten Championship. Quelque chose d'autre sur ce match, Rob, où on peut enchaîner? Non, non, on va finir vite fait avec Tyler Warren, là, le numéro 44 de Penn State, le tight end, Oui. qui est leader à la réception, leader à la course également. En termes de yards, je trouve que c'est un bon playmaker et c'est un gars qui est très polyvalent et je pense qu'il devrait continuer à l'utiliser. Penn State, c'est un senior, mais il fait quand même une très très bonne saison. Deux bonnes saisons, hein, l'année dernière également aussi. Mais je pense que c'est à leur avantage et quand l'attaque marche pas, comme elle marchait pas trop contre Ohio State, bah, c'est le moyen de se tourner vers des playmakers comme ça. Si tes running back ne marchent pas, si tes receveurs ne marchent pas, donc continuons, enfin qui continue comme ça et qu'ils essayent des choses et de le mettre en avant. Mm. Ouais, on verra par la suite parce qu'il y aura, je, il y a moyen que ces deux équipes ne soient pas Big Ten Championship si on a affaire à un Oregon Indiana, mais par contre il y a quand même de très fortes chances que on retrouve ces deux équipes pendant les college football playoffs. On en parlera aussi un peu après. On va enchaîner avec le déplacement de Duke à Miami. Miami classé numéro 5 avant ce match. Euh, Miami qui encore une fois est dominateur, mais pas sur tout le match en fait. Enfin, je veux dire, Miami qui est mené à domicile 28-17, 5 minutes dans le troisième quart-temps. On s'y attendait pas, sauf qu'en fait, quand tu regardes, en fait, vraiment, si tu te dis, bah vas-y, Miami va paumer, je sais pas, je vais regarder un autre match et que tu reviens littéralement 20 minutes de jeu plus tard, Miami mène 53-31. Ils l'auront mis, alors j'ai oublié de compter, mais ils l'auront mis, c'est quoi, c'est 26? 36? Ils l'auront mis 36-3 en 20 minutes de temps de jeu effectif. C'est un énorme meltdown de Duke. Euh, Malik Murphy, 3 interceptions, dont une sur le premier drive où ils font un goal line stand pour après se faire intercepter. Euh, dont 2 sur quelque chose dont j'ai déjà parlé. Et puis pareil, on a aussi cette conversation des fois sur ce fameux débat de ouais, les QB sont plus développés en college football. Bah ouais, mais les interceptions de Malik Murphy, en fait, c'est maintenant les lectures des QB, ils ont des fades automatiques. Même si le receveur a pas battu son DB, même s'il y a un safety au-dessus, c'est des 50-50 balls parce qu'il y a des équipes qui ont rendu ça célèbre entre guillemets, comme Washington par exemple l'année dernière, mais ils avaient Rome Odunze, ils avaient des joueurs de talent qui étaient capables de faire en sorte que ce soit pas des 50-50 balls. Malik Murphy, ça passe, il y a le safety qui est au-dessus, grand côté. Enfin, à aucun moment tes QB, ta lecture, ça peut être ça. Et ça m'énerve parce que tout au long de la semaine, quand je regarde les matchs, soit en direct, soit que je regarde les récaps, il y a énormément d'interceptions. C'est des fades automatiques où, où le mec est pas battu et en fait le DB il fait un bon truc. À aucun moment la balle elle doit être lancée, mais ils le font. Donc après, bah, ça fait partie des trucs qui manquent ensuite sur les QB quand ils arrivent en pro. Et moi honnêtement, c'est un truc qui est dur à juger parce que tu te dis est-ce que c'est le QB ou est-ce que c'est le football moderne, les systèmes offensifs qui font ça, je sais pas trop.
trouve ça trop bizarre et trop récurrent maintenant pour que ce soit que la faute des QB individuellement. Ouais, donc victoire, alors c'était 53-31 à 5 minutes de la fin. Le score final, c'est 53-31. Ça n'a pas forcément bougé à la fin. Cam Ward, 25 sur 41, 400 yards, 5 TD. Une interception qui est, bah, en parlant d'interception dégueulasse, celle de Cam Ward. Tu l'as vu, Rob? Non, je l'ai pas vu, mais je trouve que Cam Ward, c'est comme l'année dernière à Washington State. Il a commencé en étant le meilleur joueur du college football, et au fur et à mesure, ça reste un super joueur, mais c'est moins dominant, et ça fait encore plus d'erreurs. Je sais pas ce que tu en penses. Alors, moins dominant, c'est ça le problème, c'est qu'il faut, statistiquement, il est archi dominant. Je t'avoue que tu regardes les stats, pour moi, il est devant Shudder, devant Dylan Gabriel, qui sont pour moi potentiellement les 3 seuls QB qui peuvent être dans la conversation Iceman cette année. Statistiquement, il est dominant. Maintenant, son interception, pour moi, c'est un red flag énorme. Genre, vouloir faire du hero ball, tu es en train de te faire plaquer sur la sideline à droite et tu vises le milieu de terrain. Enfin, à aucun moment dans t'es censé faire ça. Et ce qui m'énerve, c'est qu'encore une fois, c'est ce dont on parlait avec Caleb Williams les années d'avant, c'est que il y a des joueurs qui réussissaient à faire ça et qui ont rendu ça un peu célèbre. Et maintenant, tout le monde se dit, bah tiens, lui, il a réussi, moi, je vais le faire aussi. Après, pareil, son premier TD, il y a beaucoup de gens qui ont parlé de magie. Moi, j'ai trouvé ça beaucoup exagéré parce que, encore une fois, volonté de s'échapper de sa poche alors qu'il n'y a pas de pression. Donc, bah oui, il fait un 3-6 sur lui-même, mais en fait, si jamais il essaye pas de s'échapper au bout d'une seconde et demie, il n'y a pas besoin de faire un 3-6. La balle, elle est lancée 4 yards trop courte sur une action où tu as 2 receveurs qui sont derrière tous les DB adverses dans la end zone. Il a juste une chatte énorme que la balle soit typée dans les mains de Restrepo derrière. Donc oui, après, tu lui mets la balle en main, c'est sûr que c'est un playmaker, c'est sûr que c'est une plus-value pour ton offense. Et moi, quelque chose que j'adore chez lui, c'est sa manière de jouer à la RPO. Ils ont un système offensif qui est basé dessus. Il a une vitesse de rotation de jambes, de vitesse de bras qui fait que tu peux te permettre d'être un peu en retard sur ta lecture. La balle, elle va zipper, le défenseur, il aura pas le temps de réagir et elle va arriver dans les mains du receveur. Donc, il marque beaucoup. Je crois qu'il y a 3 DTD qui marquent. C'est une RPO où le mec, il casse un plaquage, il va au bout. Donc, maintenant, Miami, c'est pour ça aussi qu'ils sont classés aussi bas, entre guillemets. Je mets des guillemets sur le fait qu'ils soient classés bas. Parce ils ont ces laps, en fait. Ils ont ces moments où qui te font dire, ouais, on avait raison sur Miami. Et il y a des moments où, comme je te dis, en 20 minutes, ils sont capables de te claquer 36 points et tu te dis, ah ouais, en fait, Miami, c'est vraiment pas mal cette année. C'est pour ça que je pense que c'est aussi dur de juger Miami en 2024, c'est que ils ont trop de Dr. Jekyll et Mr. Hyde, en fait. Ah ouais, parce que tu sais, c'est Virginia Tech, California, Ouais, Louisville. ouais, ouais. Ce stretch de 3 matchs, ils sont sauvés 3 fois par l'arbitrage. C'est 3 fois l'arbitrage vient sauver Miami, et ils pourraient très bien en fait pas être à 9-0 comme ils sont, mais être à 6-3 ou on va dire 7-2 au cas où ils auraient marqué une autre fois. Mais par exemple, California, ils sont vraiment sauvés par l'arbitrage. Virginia Tech, pareil. Il y a énormément euh, de situations dans lesquelles Miami est pas, est pas à son habitude. Alors certes, ils enquillent les points, hein, ils marquent plus de 40 points par match presque à tous les matchs. Je crois que c'est la Euh, meilleure offense du pays juste devant Indiana, hein, c'est sûr, mais en points. Ouais. c'est sûr que c'est la meilleure offense du pays derrière Indiana, tu vois, bah, ou derrière ou devant. Mais ça manque. Tu sais, on voit que la CC, ils veulent vraiment avoir leur candidat au playoff, et qu'ils vont pas, ils vont rien faire pour contrer tout ça. Et justement, ils vont faire le maximum pour les aider parce qu'il y a 3 matchs qui peuvent être à être des défaites et que l'arbitrage a bien aidé. Mais voilà, je trouve que Miami cette année, comme tu dis, on ne sait pas trop où se placer parce qu'il pourrait très bien être avec des défaites, il pourrait très bien être avec des victoires. Euh, à juger contre des grosses équipes parce qu'ils n'ont pas encore joué d'équipe classée. En fait, c'est ça, ils ont une strength of schedule qui est assez élevée. Je crois qu'ils sont 49e en force de calendrier. Mais quand tu regardes, c'est vrai que tu te dis, et surtout, je pense que dans l'imaginaire collectif, on va appeler ça comme ça, ces 2 victoires grâce au Replay Center de la SEC, je pense que ça joue beaucoup. Maintenant, ils ont de la chance que Louisville soit désormais classé, je crois, après sa victoire contre Clemson. Ouais, Euh, 22e.
Florida, non, Florida a trop de défis. Ils sont dans le G People, mais pas dans les People. Mais ouais, enfin, tes victoires, c'est Florida en début de saison qui était putride avant d'aller un peu mieux. Florida A&M, Ball State, USF, Vitek, Cal qui, mine de rien, ils les ont joués, ils les ont battus d'un point au moment où Cal était un peu à son paroxysme cette saison. Victoire d'un TD contre Louisville. Après, ouais, Florida State, Duke, ça reste que c'est, mais Duke les a un peu mis en galère aussi. Donc, on peut parler d'Indiana, on peut parler de BYU sur les forces de calendrier, mais Miami a aussi ce petit point et surtout ses difficultés parce que voilà, encore une fois, on parlera d'Indiana ou même on va en parler tout de suite parce qu'il n'y a pas vraiment grand chose à dire sur le Indiana Michigan State. Mais bon, voilà, Indiana a éclaté Michigan State 47-10 à East Lansing. La seule chose à dire, c'est que Indiana, pour la première fois de l'année, a été mené. Euh, mais à la différence, c'est qu'Indiana, ils éclatent vraiment tout le monde. Ils ont encore une victoire voilà, la plus petite victoire de l'année, c'est 14 points. Ils éclatent qui ils sont censés éclater. Miami, les, comment dire, les gros points d'interrogation qu'il y a sur Miami, ils y sont pas du tout sur Indiana. Et pourtant, pour moi, le calendrier est pas si différent de l'un que l'autre, tu vois. À part vraiment ce match contre Louisville. Donc, je pense que Miami, et puis en plus, le reste du calendrier, c'est Georgia Tech, Wake Forest, Syracuse. Donc, clairement, il va falloir attendre le ACC Championship Game. Je pense potentiellement contre SMU pour avoir une idée réelle du niveau de Miami et pouvoir se faire une idée. Et je pense que, vu comme ils sont partis, il y a moyen qu'ils fuck up un des 3 prochains matchs. Je dis pas qu'ils perdent, attention. J'ai pas envie de me prendre Miami-France sur le dos. Euh, mais il y a moyen qu'ils fassent une petite dinguerie, un peu comme ils ont fait contre Duke ou Vitek ou Cal sur l'un de ces 3 derniers matchs où ils ont une absence d'une mi-temps, je pense, qui va les faire un peu suer du cul, quoi. Je suis bien d'accord avec toi. On passe aux autres. Bien sûr, on va enchaîner. Autre match important. Oui, parce qu'on parlait des équipes invaincues. Il y a des équipes qui ne sont plus invaincues. On parlait de Penn State après sa défaite contre Ohio State. On reste dans le big, mais on passe à 12. Iowa State, classé numéro 11 du pays, qui perd à domicile contre Texas Tech, 23-22. Très bon match qui avait été délayé de presque 2 heures, je crois, à cause des intempéries, enfin de l'orage. Victoire des Red Raiders contre Iowa State. Pareil, pas le plus grand match hein, à cause de la pluie. Mais, euh, mais voilà, donc Iowa State qui n'est plus invaincu. Indiana Michigan State, on en a parlé. Kansas State qui continue de s'écrouler. 7-2 qui va perdre à Houston. Houston qui vient d'enchaîner des victoires contre Utah et Kansas State, hein, si je dis pas de bêtises, alors qu'ils ont eu un mal fou à commencer la saison. Défaite de Kansas State 24-19 à Houston. Ils menaient 19-10 dans le troisième quart-temps. Ils se font intercepter, enfin Avery Johnson se fait intercepter. Il rend la balle dans ses 10-15 yards, je crois, donc il marque. Et ensuite, ils prennent un petit trick play pour un TD, mais il contrôle tout le match et il s'écroule dans la dernière moitié du dernier quart-temps. J'ai trouvé ça vraiment dommage pour Kansas State, mais ça m'a un peu déçu. Ça m'a un peu déçu parce que pour moi, ils doivent creuser l'écart plus tôt que ça. Et surtout, ils doivent pas s'écrouler de la sorte. Donc, ils étaient classés numéro 17 du pays. Ils se retrouvent avec 2 défaites, les 2 en conférence. Ça fait un peu mal. Euh, on va en parler rapidement, pareil au passage, mais l'équipe qui se frotte les mains avec les 2 défaites dont on vient de parler en Big 12, c'est Colorado. J'en avais parlé, Colorado qui, mine de rien, a l'air d'être l'équipe qui s'en sort le mieux en Big 12 cette saison. Là, ils se retrouvent totalement dans la course, voire même enfin, dans la course au deuxième spot de Big 12 derrière BYU, sans avoir joué ce week-end. Donc, et si je dis pas de bêtises, ils se retrouvent classés d'ailleurs. Ils sont numéro 20 Oui, du pays, c'est ça. numéro 20 aussi bien à l'AP Poll que au CFP classement, enfin ranking pardon. Donc pas mal pour eux. Et encore une fois une cannibalisation de la Big 12 comme on s'y attendait. On s'attendait plus à ce que les grosses bouffent entre eux, pas forcément à ce que K-State perde à Houston. Mais voilà, c'est la situation de la Big 12 et qui est pas si surprenante que ça. Rapidement, un mot sur Army qui a joué sans son QB. Army classé numéro 21 qui a gagné son duel
contre ses compatriotes des académies militaires de Air Force, 20-3. Défaite d'équipe classée, Illinois numéro 24, qui perd à domicile contre Minnesota. Illinois qui n'est plus classé. Oklahoma qui se remet dans le droit chemin en profitant de son cupcake SEC fin de saison contre Maine, 54-19. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? Vanderbilt qui continue de dominer l'État de l'Alabama, puisqu'après avoir battu l'Université d'Alabama, ils ont battu Auburn à Auburn 17-7, et si je ne m'abuse, c'est la première victoire de l'histoire du programme de Vanderbilt à Auburn. Ouais, c'est ça. C'est fou quand même, Vanderbilt cette Ouais, année. Belle histoire en tout cas. ouais. Je suis vraiment content pour eux. Ils sont à 6-3, 3-2 en SEC. Donc ils sont bowl eligible. Ça, il faut le noter. Moi, je t'avoue que depuis que je suis le college football, n'importe quelle année, tu m'aurais dit Vanderbilt est bowl eligible. Je te dis, tu te fous de ma gueule. Je parle même pas du fait que tu me dises ils sont bowl eligible en ayant battu Alabama. Voilà, c'est une sacrée saison de Vanderbilt. Encore une fois, un putain de taf de la part du coaching staff des Commodores. Et encore une Mais fois, un big Vanderbilt, Vito Pavia c'est 10 ball games depuis, dans leur histoire. dans leur histoire, ouais. Ils sont à 0 victoire en ball game. Eux aussi. Alors après, on a parlé d'Indiana par exemple, qui était pas, on s'y attendait pas parce que Indiana c'est une fac de basketball. On sait que Vanderbilt c'est une fac de baseball Ouais. et qui a un énorme programme de baseball masculin, enfin oui de baseball de toute façon. Donc voilà, mais ça fait plaisir de voir le programme de foot parce que ça fait peut-être 2 ans qu'on en parle sur les débuts de saison où on dit, où je sais que Val en a parlé, Ryan en a parlé aussi, les débuts de saison, dire attention Vanderbilt, il y a du mieux. C'est vrai qu'ils ils l'ont vu venir ce petit renouveau de Vanderbilt et je suis content de le voir arriver. Défaite qui m'a surprise, défaite de Nebraska à domicile Ouais. contre Attends, juste UCLA. pour Vanderbilt, je me Ouais, corrige. J'avais dit qu'ils avaient 0 victoire. Non, pardon, c'est parce qu'ils avaient joué 9 matchs. J'avais vu un 0 à côté, mais c'était. Ils ont joué 0-9, mais pas en 0 victoire, 9 défaites. C'était juste qu'ils ont mis le 0 avant le 9 pour aucune raison. et ça, Donc voilà, ils ont quand même gagné des matchs. ok, ok. En tout cas, voilà, c'est cool de les voir à ce niveau cette saison. Ouais, donc défaite de Nebraska à domicile contre UCLA, UCLA qui est en 2-5. Nebraska qui se retrouve en 5-4, victoire de UCLA 27-20. Très déçu pour Nebraska, surtout à domicile. Euh, Ils ont une fin de calendrier qui est pas hyper facile si je dis pas de bêtises. Pour aller chercher un ball game, ils ont une victoire à prendre. Il leur reste déplacement à USC, à domicile contre Wisconsin et déplacement à Iowa. Donc c'est un calendrier de mid Big Ten. Ils ont pas les gros, mais il va quand même falloir qu'ils aillent chercher une victoire là-dedans et c'est pas gagné. Euh, Pas besoin vraiment de dire grand-chose sur Florida State, mis à part qu'ils sont encore fait éclater à domicile par UNC 35-11 avec un gros match de Omario Hampton, celui qui est, je pense, le troisième meilleur running back cette saison en college football. 32 courses, 172 yards, 4 TD. Euh, on va pas trop parler d'Oklahoma State non plus. Baptiste est pas avec nous. On va éviter de lui faire de la peine. Enfin, on va éviter de lui trop faire de la peine, mais il faut quand même qu'on dise qu'Oklahoma State est sur sa 6e défaite consécutive. Ils sont à 3-6, 0-6 en Big 12. Ils se sont fait éclater par Arizona State avec un match énorme de Cam Skatebo. Euh, Vraiment, Toujours lui, très très toujours content lui. pour Arizona State. Ils font Ouais. un beau turnaround depuis l'année dernière Et ils sont et bowl eligible. ils sont bowl eligible, hein, 6 victoires de défaite maintenant. C'est ça. Et ça fait plaisir. Pareil, ils ont un QB play et on s'y attendait pas quand on a vu le merdier incommensurable qui était la QB room d'Arizona State l'année dernière. Je sais que c'était un peu un running gag quand on faisait les récaps chaque semaine de savoir qui allait jouer QB. Et en regardant les stats de Scatebo, je me suis même rendu compte que Scatebo avait genre 35 passes dans l'année. Je crois qu'il a fini un ou deux matchs en tant que QB tellement c'était le bordel. Là, il finit à 27 touches, 174 yards et 3 total TD. Donc c'est 274 yards, pardon. Donc c'est un énorme match de sa part. Et donc les Sun Devils, et d'ailleurs on passe le bonjour à leur equipment manager Arthur, qu'on avait interviewé et qui a été mic'd up. Si vous n'avez pas vu cette vidéo très très sympathique, on l'avait partagé le mic'd up de Arthur.
Petite dédicace à Maxence, la victoire de UCF contre Arizona. Rob, c'est 2 des déceptions de Big 12 cette année. C'était 2 des équipes favorites un peu, et ils faisaient partie des peut-être des 4-5 favoris. UCF victoire 54-12, UCF en 4-5, Arizona en 3-6. Le crumble d'Arizona me fait un peu de peine. Je sais pas ce que toi t'en penses. On les Bah, voyait beaucoup il plus y a haut. beaucoup. Bah, c'est Jetfish qui est parti. En fait, je Ouais. pense que ça a beaucoup, beaucoup joué le fait qu'il soit parti. Donc, certes, il reste bah, les plus gros joueurs hein, de Arizona, notamment Noah Fifita, Teteora, Macmillan au poste de receveur, Fifita étant le QB. On a également Quali Conley qui est le porteur, qui reste quand même un très bon trio offensif. Mais je pense que cette perte de Jetfish, elle a un peu assassiné Arizona. C'est dommage parce que l'année dernière, c'était l'équipe la plus dangereuse en fin de saison. Mm. Euh, En Pac-12, limite, il y a des équipes qui voulaient pas se choper Arizona dans les dernières semaines de la saison parce que c'était Euh, c'était vraiment l'équipe la plus chaude du college football. Moi, je t'avoue qu'on est parti. Nous, on a joué Arizona State au mois de novembre, si je dis pas de Ouais, bêtises. c'est ça. Très clairement, je pense que si on joue Arizona, j'ai pas le même état intestinal avant le match, hein. Ah, mais très Euh, clairement. Puis, et aujourd'hui, ils sont avant-dernier de la Big 12, tu vois. Ils sont sur 5 défaites d'affilée, Ouais. 6 défaites dans les 7 derniers matchs. Il y a que cette victoire contre Utah qui est aussi une énorme déception de cette saison, en Big 12, en provenance de Pac-12. Ouais, c'est quoi? C'est défaite contre Kansas State. Après, ils avaient un gros calendrier, hein, mais Ouais, parce qu'ils ont joué Kansas State, qui était à l'époque 14e du pays, ils ont perdu. Ils ont gagné contre Utah, qui était 10e. Ils ont mm, perdu contre Texas Tech, qui reste quand même une belle équipe. Ensuite, ils ont perdu contre BYU, mais BYU, c'est une des équipes les plus en forme en ce moment au college football, hein. Colorado, également pareil en ce moment, c'est une bonne équipe. West Virginia, UCF, et puis ils vont finir avec Houston, TCU et Arizona State. Euh, mais, mais tu vois, le problème, c'est qu'ils se font. Pour moi, il y a aucun match où. Là, le seul truc où ils sont dans le match, c'est Texas Tech et West Virginia, plus ou moins, tu vois. Parce qu'ils se font éclater par Kansas State, éclater par BYU, éclater par Colorado. Là, ils se prennent 56 pions par UCF. Et ils vont jouer Houston, qui a l'air d'être sur une. Enfin, qui a un peu oublié son début d'année catastrophique et qui retrouve un peu la forme qu'ils avaient depuis 2-3 ans. TCU qui, pareil, a l'air d'être sur une forme ascendante. Et Arizona State qui est déjà bowl eligible et qui ils vont avoir un derby de feu pour finir l'année. Honnêtement, s'ils continuent à jouer comme ça, je les vois pas gagner un match jusqu'à la fin de l'année, hein. mais je suis totalement d'accord avec toi. Ça va finir en 3 victoires, 9 défaites. C'est cette chose-là, en fait. Et c'est dommage pour Arizona, qui a quand même un beau programme. Mais le départ de Jetfish, ça a fait un peu trop, trop, trop mal. Ouais, ils ont pas Euh, réussi à surfer sur la vague de leur succès de l'année. Tu vois, je pensais que ça redescendrait peut-être progressivement, mais pas que le ballon se dégonfle aussi vite que ça, quoi. ouais, bah justement, tu sais, là, pour le match contre Houston, les places, elles se vendent à 6 $. Et tu sais que ça me fait marrer à chaque fois quand je regarde les calendriers sur ESPN parce qu'effectivement, il y a Ouais. tout à droite, tu peux acheter les billets et tu as le prix des places à partir d'eux. Ah, mais Et là, des fois, il y a des stats, ça me termine le prix des places. mais tu sais, là, Et je suis sur Vivid Seat, je vois 9 $ canadiens. Ça fait ouais, cinq ça fait euros 6 trente. dollars. Ouais, c'est C'est ça. 5 euros. Pour 5 euros. Et t'es pas mal placé, hein. T'es en rangée 33 en section 16, sur le coin de la end zone. Bah, Ouais, c'est pas franchement, mal, hein. Ouais. ouais. Moi, j'étais là à Michigan, ça m'a coûté une couille. Ah bah ouais, tu m'étonnes pour un Michigan-Oregon. Ouais. Euh, donc là, on a passé les matchs un peu du milieu de tableau. On va revenir pour finir sur certains gros matchs qui ont quand même eu lieu sur la fin de soirée. On a beaucoup parlé de Big Ten, on a beaucoup parlé de Big 12, et on va quand même se pencher sur la SEC. Je sais qu'on a profité qu'il n'y ait aucun relou de la SEC avec nous aujourd'hui pour les laisser un peu de côté, mais il va quand même falloir qu'on en parle. On va commencer par le premier gros morceau de la nuit qui était ce Kentucky-Tennessee. Grosse ambiance au Neyland Stadium avec Tennessee qui avait son uniforme full black. D'ailleurs, pareil, hein, la vidéo de promotion de l'uniforme avec
le le Venom, en gros, était assez incroyable, j'ai trouvé. Victoire de Tennessee 28-18. Rob, est-ce que tu as vu ce match? Est-ce que tu as vu un récap? Qu'est-ce que tu en as pensé? Non, j'ai pas vu le OK. match, mais a priori, bah, de toute façon, Kentucky, c'est pas non plus la meilleure équipe de football cette Ouais. année. Tennessee, ça en fait partie, donc je pense victoire logique. J'étais surpris du résultat qui a été plus serré que ce que j'aurais pensé. Ouais, 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 je ça a mis du temps à se dessiner. Kentucky menait à la mi-temps, il menait 10-7. Hem, du fait que Tennessee manque, 3 field goals, si je dis pas de bêtises. Vraiment vraiment pas un match pour le kicker des Volunteers. Par contre Tennessee, voilà, se remet un peu dans le droit chemin dans le troisième quart-temps et après ça déroule un peu et c'est là où ils font le taf. Gros match de Dylan Thompson, leur running back que j'aime de plus en plus. Je l'ai un peu découvert en préparant la TT Palette sur le Power Run. J'avais pas mal de vidéos de Tennessee. J'aime bien leur run scheme et il finit à 27 courses, 142 yards, 2 TD. Donc ils ont un bon trio avec Yamale Ava en QB, lui en running et Brew McCoy en receveur. Brew McCoy qui fait encore un gros match. Donc Tennessee classé numéro 7. Je pense que pareil, j'ai encore un peu de doute sur Tennessee. Quand on disait qu'ils avaient une bonne défense, ils se sont fait exposer quand ils ont perdu. Heu, chaque fois que tu te dis, ouais, ils ont une bonne attaque, tu as Nico qui continue de montrer que c'est un freshman et tu vois qu'il est malheureusement, il y a certains moments où tu le sens que c'est un freshman. Donc c'est pour moi Tennessee, tu me diras, ils sont une place derrière Penn State. Pour moi, Tennessee, c'est le Penn State de la SEC, tu vois? C'est tous les ans, tu les mets là parce que c'est une brand, parce que c'est Tennessee, parce que c'est un blue blood, bla 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 bla. Tous les ans, ils sont capables d'aller chercher 9-10 victoires, mais quand vient le moment, tu es toujours un peu déçu, quoi. Je suis bien d'accord avec toi. Ça manque cruellement de clutch. Mais par contre, ils font partie de ces équipes, on en a parlé, hein, tout au long de la saison, un peu comme Nebraska, où ils ont le fait d'avoir un QB freshman, 5 étoiles, qui font jouer dès son année freshman, ils ont un potentiel avenir, on va dire. Ils ont un potentiel avenir avec ces jeunes QB à leur tête et ça peut être vraiment sympa. On pense par exemple à un Avery Johnson à Kansas State où c'est un peu compliqué cette année, mais je pense qu'il y a des jours plus radieux, à l'avenir. Autre match où j'aimerais bien qu'on parle un peu des QB, c'est l'autre match de SEC qui était à la même heure, c'est ce petit Texas A&M South Carolina, le petit duel entre Lanoris Sellers et Maurice, non Marcel. Si c'est Marcel qui s'appelle? En fait son prénom me fait tellement marrer que désolé, j'en oublie son nom de famille. Je crois que c'est Marcel Reese, si je dis pas de bêtises. Voilà, donc c'est South Carolina qui, mine de rien, a fait une saison qui est relativement potable, qui porte contre Texas A&M, pardon, 44-20, avec une énorme deuxième mi-temps. Donc il n'y a plus d'équipe invaincue dans le calendrier SEC, puisque A&M était seul en tête après avoir battu LSU, mais donc vient de perdre. Euh, pareil, ce match, Rob, est-ce que tu l'as vu? Est-ce que tu as vu le résumé ou pas? Non, mais je te propose de parler du match, puis après moi je parlerai de la saison de South Carolina parce que j'ai regardé Ouais. tous les autres matchs. Ah. Mais moi j'étais en route en fait. Ah oui, c'est vrai. Bah oui, je suis bête, c'est vrai que c'était après le match d'Oregon. Mais ouais, j'ai eu du mal. Disons que ça s'est changé des coups jusqu'à 20 partout. Je crois qu'il y a 20 partout à la mi-temps. Et après, South Carolina, ils leur mettent un 24-0 en deuxième mi-temps. Les deux QB, disons que quand j'ai regardé en live, je trouvais ça un peu bof. Et c'est en re-regardant le match après, parce que je t'avoue que j'avais une full migraine à 4 heures du matin, pour être focus sur le match, c'était pas fou. Donc je me suis dit, tu sais quoi, je vais re-regarder le match. Et pareil, c'est sur le moment, tu vois les erreurs, mais après, quand tu te poses un peu, tu vois qu'il y a des flashs. Et honnêtement, Sellers et Reese, il y a des choses qui disent que on peut faire quelque chose. Ça peut être aussi un petit avenir de la SEC, ça peut être sympathique. Sellers qui est à moins de 50% à la passe, hein, donc c'est pas fou, mais ça reste quand même un très bon coureur.
Celui que j'aime bien, c'est Rocket Sanders, le running de USC, enfin USC techniquement, mais on va dire South Carolina. Quand je le vois courir, en fait, je vois Mark Ingram. Moi qui ai vu Mark Ingram courir avec le maillot des Saints pendant des années, je trouve que ses mouvements, c'est Mark Ingram avec quelques pouces en plus, donc ça me fait particulièrement rire. Rocket Sanders qui fait encore un gros match, 20 courses, 144 yards, 2 TD. Simon, le tight end, qui fait aussi un gros match. J'ai adoré son premier TD, là, cette sorte de throwback en red zone, avec Sellers qu'il trouve malgré la pression sur lui. Donc 4 réceptions, 132 yards, 2 TD pour Simon. Le deuxième, c'est une sorte de play action RPO où il le trouve dans le flat, il casse un plaquage, et après il va tracer tout le monde alors que c'est un tight end maintenant, mais il fait aussi partie de ces tight ends athlétiques qu'on voit un peu partout où ils sont juste des receveurs un peu plus lourds, on va dire. Donc voilà, A&M qui chute. Alors ils étaient numéro 10 avant ce match, ils sont maintenant classés 14. Ils sont deuxième au classement de SEC maintenant qu'on n'a plus les divisions. Donc ils font partie de ces 5 équipes de SEC qui n'ont qu'une défaite. Donc Georgia, A&M, Tennessee, Texas et LSU. En sachant que juste avant que Rob nous parle de la saison de South Carolina, leur calendrier restant c'est New Mexico State, at Auburn et ce fameux banger qu'on devrait avoir la dernière semaine contre Texas. Rob, du coup, tu veux nous parler de South Carolina et de leur saison? Ouais, mais moi, tu sais, South Carolina, c'est une équipe qui est tellement intéressante à avoir joué et ils sont dans les matchs, je trouve. Notamment contre Alabama, ils auraient dû le gagner ce match. Contre LSU, ils auraient pu le gagner. Et tu sais, c'est pas la même histoire si South Carolina a deux victoires contre LSU et contre Alabama. Bon, certes, il serait qu'à une défaite sur le bilan, mais surtout, on en parlerait comme une des équipes les meilleures du pays, notamment grâce à leur défense. Le duo de Edge, Kennard et Stewart, le freshman. ouais, Stewart, c'est ça, Kennard, Mm. Kennard et Stewart, le freshman. C'est un duo de pass rusher qui met la pression tout le temps, tout le temps, tout le temps. Puis voilà, ils font des turnovers. C'est quand même une très très belle équipe. Et je pense que South Carolina, ce qu'ils ont du mal, c'est à closer les matchs. Notamment, on le voit, hein, ils perdent Ouais. 33-36 contre LSU, ils perdent 27-25 contre Alabama, alors qu'il y avait encore pas mal de choses, enfin pas mal de chances de gagner. Hein. C'est pas, ils marquent pas à la fin en fait. Justement, au contraire, ils se font remonter parce que ils arrivent pas à clutch et à finir les matchs. Mais quand cette équipe-là, elle saura terminer les matchs, ça va être très 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 dangereux. Donc moi, c'est une équipe que j'apprécie voir jouer. Et je pense que même avec trois défaites, bah, mine de rien, ils méritent quand même d'être classés. Parce qu'il y a des équipes à trois défaites hein, qui sont classées, je pense. En tout cas, il me semble. Mais tout ça, ce que Oui, je oui. veux dire, c'est que ça reste quand même une superbe équipe. Et certes, c'était un upset parce qu'ils étaient marqués numéro 10, Texas A&M. Mais au fond, South Carolina est meilleur que le classement euh, qui, euh, qui leur était donné, qui était pas de classement, quoi. Ouais. Et c'est vrai que les matchs qu'ils perdent, c'est quand même contre le numéro 7, numéro 12, numéro 16. Hein. C'est pas des. Et je crois qu'au moment des matchs, c'était classé numéro 6, 8 et 12. Donc c'est pas non plus n'importe quelles équipes qui les ont battus. Rapidement, pour faire plaisir à Clemson France, on va parler des petites fraudes de Clemson. Non, je déconne. Clemson classé numéro 11 qui a Ouais. perdu à domicile. Clemson, c'était un peu ça. C'était depuis la défaite de contre Georgia en week 1, on s'était dit, il y a du mieux, il y a un quai de Klubnik. On l'a enfin trouvé. Clemson ressemble à quelque chose. Et puis, ça s'est totalement effondré là sur ce match à domicile contre Louisville. Vraiment, vraiment choqué par ce match. Parce que résultat final 33-21 pour Louisville. Il y a 17 et 9. Il y a 28-7 dans le troisième quart-temps. Vraiment, quand tu regardes le match, genre, ils n'existent pas en fait. Ils n'existent pas. Et puis, après, quand tu regardes leur calendrier, ils font aussi partie de ces équipes dont on a beaucoup parlé, comme quoi ils ont joué personne. Parce que leur victoire, c'est effectivement, c'est un peu comme Indiana où quand ils jouaient des équipes moindres, ils les éclataient. Mais leur calendrier, c'est App State, NC State, Stanford, Florida State, qui est plus trido possible cette année, Wake Forest et Virginia.
les 2 matchs qu'ils jouent contre des équipes potables, c'est Georgia et Louisville. Ils perdent les 2 matchs. Donc, Ouais, puis tu sais, le 33-21, au fond, en fait, en réalité, c'est 33-14 parce qu'il marque à la dernière, dans le dernier quart, quand il y a les remplaçants tu sais, il reste 3 minutes sur le terrain. ouais, ouais. Clemson marque, mais tu sais, 33-14, alors que tu as les remplaçants de Louisville en face. Bon, tu sais, c'est quand même très très peu. Ça n'a pas d'allure de perdre comme ça alors que tu es 11e du pays. Ils prennent un touchdown sur un field goal bloqué. Et Euh, ils en ont 2 si je dis pas de bêtises, des field goals bloqués. Ouais, ils ont des field goals bloqués, mais ils en Ouais, prennent, notamment, ils prennent un touchdown sur un des field goals ouais. bloqués. Tu sais, l'équipe numéro 11 du pays doit pas jouer comme ça. Oh, ça, on est entièrement d'accord. Et ensuite, ce qui était l'un des rares match-up entre équipes classées, si je dis pas de bêtises, c'était seulement le deuxième, outre le Penn State Ohio State dont on a parlé au début. C'est un duel qui a une énorme importance pour la conférence dont on vient de parler, donc la ACC, la Atlantic Coast Conference. Ce duel entre numéro 18 Pittsburgh qui se déplaçait chez le numéro 20 SMU. Énorme victoire des Mustangs de SMU, 48-25. Pittsburgh qui faisait eux aussi partie de ces équipes invaincues, c'était à 7-0. SMU, c'est du 8-1, 5-0 en ACC. Seule défaite contre BYU qui est encore invaincu et qui est très bien classé. SMU très très impressionnant offensivement. 40 points par match, c'est 8e classé dans le pays. C'est moi j'ai vraiment bien aimé. Sur ce match, ils m'ont vraiment impressionné, j'ai vraiment kiffé ce qu'ils faisaient en attaque. Ça m'a plus surpris de la part de la défense de Pitt que j'avais bien aimé contre Syracuse, j'avais bien aimé l'attitude qu'ils avaient. Là, ils se sont fait vraiment éclater de partout au plaquage. Au plaquage, ça ressemblait à du USC 2023. Voilà, c'était vraiment pas folichon de la part de Pitt. Malheureusement, ils perdent, je pense, leur saison là-dessus parce que derrière la ACC n'aura pas plus de 2 équipes en playoff. Je pense que vu comme c'est parti, ce sera Miami, SMU, la finale de conf. Si ces 2 équipes arrivent invaincues en championship, je pense que le perdant, il y a moyen qu'il soit quand même qualifié. Sur du jet large, on verra, mais potentiellement. Donc Pitt a malheureusement fini sa saison sur ce match. Et ensuite, il y a juste un petit résultat dont on va parler. C'est quoi? C'est la victoire de Washington contre USC. Washington qui est à 5-4, USC à 4-5, USC qui a vraiment du mal cette saison et qui a annoncé qu'il benchait Miller Moss, leur quarterback, au profit du remplaçant Mayava, je crois. Quand est-ce qu'on parle qu'on veut la tête de Lincoln Riley et qu'il y Bah, a clairement faire? moi, je t'avoue que je suis fan des Ducks et vu la direction qu'ils ont, encore une fois, hein, s'il peut rester, continuer de faire de la merde, moi, ça me va. C'est pas faux. Surtout qu'on devrait les jouer l'année prochaine, donc s'il veut continuer sur la même trajectoire, il n'y a pas de souci. Mais tu voudrais Euh, pas un petit Lincoln Riley en coordinateur offensif si jamais Will Stein il s'en va? Absolument pas. Non, j'ai jamais été un grand fan du schéma de Lincoln Riley. Et je t'avoue que ces années USC me donnent un peu raison. Surtout qu'on est parti pour avoir Dante Moore l'année prochaine et je suis pas sûr que ce soit le meilleur élément pour son système. Donc bon, c'est quelque chose qu'on verra à la fin de saison. Ouais. Euh, on en a fini avec le récap des matchs de ce week-end. Rob, on va quand même dire un petit mot sur ce premier classement du College Football Playoff. Euh, Sans vraie surprise puisque c'est un copier-coller du AP Poll dans le top 20 en tout cas. Non, dans le top 12, je crois. Je crois que les 12 premiers sont les mêmes. Il y a juste numéro 2 et 3, Ohio State et Georgia qui sont inversés. Donc Ohio State qui est numéro 2 de ce classement. Ce qui au niveau du bracket ne change rien, puisque Ohio State étant deuxième de sa conf ne peut pas avoir de bye week et sera forcément tête de série numéro 5. Ouais, mais tu sais, si on parle un peu plus large au lieu de voir les changements à l'intérieur hors du top 12, je trouve que cette année, le comité a vraiment mis en avant le strength of schedule, tu vois, la force à quoi ressemblent les oppositions des équipes. Parce que notamment Army qui est invaincu, qui sont 25e. On a Notre-Dame, on a BYU qui est invaincu, qui est 9e
alors que bah, ils pourraient être devant d'autres équipes invaincues. On a Alabama qui a perdu 2 matchs, mais bon, on sait qu'ils sont en sec devant plein d'équipes à une seule défaite, notamment des équipes qui ont donné des belles batailles. Je pense à Boise State, par exemple, qui a tenu tête à Oregon, qui a failli battre Oregon, qui est derrière alors qu'ils dominent tout leur match. Et c'est un peu ce que tout le monde avait peur avec ce nouveau classement du College Football Ranking, c'était ça va favoriser grandement les équipes de SEC et de Big Ten. Et c'est ce qu'on voit, tu sais, en SEC, il y a quoi? Il y a 6 équipes et en Big Ten, pareil, 8 peut-être. Donc ça fait. C'est quand même. Je trouve que le comité fait du sens, mais voilà, je suis un peu déçu du, du SEC et du Big Ten bias maintenant. Je trouve que c'est un peu biaisé et des équipes mériteraient plus d'être en haut parce qu'ils ont montré des meilleures choses. Euh, Au moins, il n'y a pas d'équipe à 3 défaites et ça, c'est pas plus Alors mal non plus. si pour le coup, il y a alors dans les tops équipes non, mais il y a Louisville après sa victoire contre Clemson, Louisville qui est à 6-3, qui est classé numéro Ouais, 22. qui a 3 défaites. Tu vois, Louisville Ouais. a 3 défaites et devant Army à 0 défaite. Et ils les mettent devant Clemson qui viennent de battre. Donc bon, Ouais. on sait que entre le 20 et 25, c'est toujours une zone un peu bâtarde, vu que c'est Bon, encore une fois, ouais. c'est un comité qui vote. Je sais pas, est-ce qu'ils ont chacun leur vote et ils font une moyenne comme le AP Poll ou est-ce qu'ils ils se mettent d'accord pour ça? Je t'avoue que j'ai un doute sur la manière de faire. Mais effectivement, il y a ça. Après, effectivement, tu parlais des bias entre guillemets pour chaque conférence. La SEC a 7 de ses membres dans les 16 premiers et la Big Ten a 4 de ses membres dans les 8 premiers. En sachant que parmi les 4 membres, il n'y a que 2 défaites parmi les 4 équipes, hein. C'est quand même 9-0, 9-0, 7-1 et 7-1. Donc c'est quand même pas mal. C'est ça. Puis qu'est-ce que Missouri fait dedans alors que Missouri, Oui. ils se sont fait abattre par Alabama 34-0. De toute façon, Ils se... c'est la fameuse quality win. Ouais, c'est ça. C'est comme. Quality win qui est gardé pendant un certain temps pour justifier. Moi, par exemple, tu vois, Indiana en 8, ça me fait un peu chier. Parce que Ils ont certes, joué personne. ils jouaient personne, mais le problème, c'est que si tu, et c'est ça qui m'embête, c'est que j'ai l'impression que ça, comme le AP Poll d'ailleurs, les gens n'ont pas les mêmes critères. Ça veut dire que pour certaines équipes, ça va favoriser la force du calendrier, pour d'autres, ça va être le high test. Euh, Tu vois, Miami, ils sont à 9-0, ils ont le même record et ils sont quatrième du pays. Ce qui veut dire que Miami est devant Texas, Miami est devant Penn State. Pour moi, tu vois, t'as beau me dire que Indiana a joué personne. Pour moi, Indiana à 9-0, je les mets devant Penn State à 7-1. Parce que Indiana, ils éclatent Oui. tout le monde, tous ceux qui jouent, ils les éclatent. Et t'as beau me dire que Penn State, ouais, mais ils ont perdu contre le numéro 4 du pays. Je dis, bah cool, mais bon, t'es à une défaite. Pour moi, t'es derrière une équipe de ta conférence qui est à 9-0. Bah, c'est ça. Puis surtout par exemple, si on prend le cas de Miami, on va dire, tu sais, ils sont à 2 doigts d'avoir 3 défaites, tu vois. Ils C'est sont ça. à, ils sont à 3 jeux, littéralement à 3 jeux d'avoir 3 défaites. Et pourtant, tu les mets dans le top 4. Alors que Texas, ils ont perdu une fois contre Georgia, à un 30-15, on va dire, un petit blowout. Mais ils ont battu Alabama, ils ont battu Oklahoma, ils ont battu Vanderbilt. Tu sais, ils ont battu Michigan à l'époque qui était classé. Comment est-ce que tu justifies que Miami a 3 jeux d'être à 3 défaites et devant Texas, par Bah, exemple? après, moi, je t'avoue, moi, je suis toujours, moi, je favorise la win. Moi, surtout cette année. Cette année, c'est très, quand tu vois encore une fois, on prend il y a deux exemples qu'on prend beaucoup, c'est Vandy, Bama et Notre-Dame, Northern Illinois. C'est que cette année, elle est un peu chaotique. Donc pour moi là, par exemple, dans le classement tel qu'il est là, je mettrais la primeur sur les équipes invaincues. Donc pour moi là, par exemple, les top 4 équipes du pays, c'est Oregon, Miami, Indiana, BYU. Et encore, il y a même des chances que je mette, non, vas-y, je laisse dans cet ordre-là, tu vois. Ouais, bah, je suis Et d'accord avec après, tu toi. fais, en BYU sachant que mérite. Army, c'est particulier. Army, qui Ouais, est la Army, cinquième ils ont équipe joué encore invaincue, personne. Ils ont joué mais, personne mais aussi. c'est une académie militaire, et là, on sait que c'est un bias aussi, c'est particulier. Donc, je veux bien que tu fasses comme ça. Mais pour moi, mais après, encore une fois, c'est mon point de vue, et je sais que c'est pas le cas des votants du AP Poll, c'est pas le cas des juges du College Playoff Committee. Donc, je comprends. Après, maintenant, ce que j'aimerais bien, c'est que
et je demande la même chose des arbitres sur un terrain, c'est de l'uniformité. Ça veut dire que si tu prends un critère pour l'un, tu prends le même critère pour l'autre et tu fais pas les critères, c'est pas un menu au resto chinois quoi. Tu prends pas ce qui t'arrange en fonction, enfin, tu prends pas le critère que tu veux en fonction de ce qui arrange ta narrative. Et je m'en fous que Miami ce soit la seule équipe que la SEC puisse envoyer en playoff. Si Miami, comme tu le dis, ils sont à 3 jeux de se faire poutrer par Virginia Tech, California et c'est quoi la troisième équipe? C'est Louisville. Bah désolé, mais tu mets Indiana devant, c'est tout. C'est pas, il y a pas de question à se poser et il y a beaucoup de gens qui le disent et je suis relativement d'accord avec ce statement. C'est que si Indiana n'a pas le logo d'Indiana et Miami n'a pas le logo de Miami sur son casque, tu peux être sûr que les équipes sont pas classées de la même manière. Ah, on est d'accord. Et si Et jamais comment dire? Par exemple, tu fais quoi d'une équipe comme Alabama à 2 défaites, mais contre deux bonnes équipes qui sont 11 devant d'autres équipes, notamment, je alors, pense à Boise State. si tu veux, là on parle du classement qui est là en week 10. J'ai le même problème avec le classement en week 10 que le classement AP de pré-saison. Ce qui veut dire que, en fait, il est là pour donner une idée aux équipes de ce qu'elles ont besoin de faire, en gros, où elles sont dans l'esprit du comité et ce qu'elles ont besoin de faire pour se qualifier en playoff. Sauf que pour moi, en fait, tu crées des bias qui vont durer jusqu'à la fin de la saison et qui vont perturber ton raisonnement. Ce qui veut dire que ton premier classement, là, tu me parles de Bama. Bama est 11e avec 2 défaites, effectivement, contre 2 bonnes équipes. À la fin de la saison, si Bama perd un troisième match, il joue contre LSU ce week-end, hein, par exemple, hein. Donc, en sachant qu'LSU a le même record et numéro 15, Bama a 3 défaites, il y aura forcément un truc. Ouais, mais attends, Bama, ils ont commencé dans le top 5 dans les people. Ils ont commencé 11e, donc ils ont commencé en playoff dans le classement du playoff, nanana. Ce classement, pour moi, il va avoir un impact, alors qu'il ne devrait pas y avoir, mais dans l'esprit des gens, les gens, ils vont toujours se référer à la première référence de ça et ça m'ennuie un peu, tu vois. Moi, j'aurais rien dit, j'aurais fermé ma gueule et j'aurais fait un classement après les matchs de conf. Mais malheureusement, on sait que c'est pas comme ça que ça se passe. Ouais, Maintenant, c'est pas Bama, comme ça du tout. je suis partagé entre SEC bias et effectivement, ils ont un calendrier qui est assez relevé. Tu as envie de les tailler parce qu'ils perdent contre Vanderbilt, mais Vanderbilt n'est pas du tout la blague qu'ils étaient avant. Et d'ailleurs, je trouve ça assez dégueulasse que Vanderbilt soit pas classé quand certaines équipes le sont. Donc bon, bref. Mais ça va être un casse-tête. Heureusement pour le committee, Indiana, Ohio State se joue. Indiana, Penn State, Ohio State, Oregon vont se jouer en finale de conf. LSU, Alabama se joue ce week-end. Il y a d'autres matchs comme ça qui vont se passer. Le SMU, Miami qu'on aura très certainement en finale de SEC, de ACC, pardon. Donc, comme on le disait, il faut pas qu'on se base là-dessus parce que il y a beaucoup des problèmes dont on se pose la question maintenant qui vont se régler tout seuls pendant les 3 prochaines semaines. Je suis d'accord. Et si, Kevin, je te fais les match-up, parce que là, avec forcément, les 12 premiers sont sortis, donc ça nous ferait des Oui. match-up déjà un peu sortis. Donc les 4 premiers, donc les 4 qui auraient des bye week, ça serait Oregon, comme il serait numéro 1 seed, enfin number 1 seed et également champion de Big Ten. On Mhm. aurait Georgia qui aurait un bye week s'il gagne la SEC. On aurait Miami qui gagne la ACC et également ensuite BYU qui gagnerait la Big 12. Donc forcément, donc ça, c'est les 4 champions de conférence ont un bye week. C'est pour ça que BYU, même s'ils sont 8e, ils vont avoir ce bye week quand même. On se retrouverait face à Indiana, Tennessee pour ouvrir le premier match. Et le gagnant jouerait contre Oregon. Ensuite, on aurait Boise State, Ohio State. Et le gagnant jouerait contre BYU. Et de l'autre côté, on aurait Notre-Dame contre Penn State. Et le gagnant jouerait Georgia. Et Alabama, Texas, le rematch de cette saison. Et le gagnant qui jouerait contre Miami. Donc ça fait quand même des match-ups qui sont assez le fun à voir, hein, tu sais, Ohio State, Boise State, ça me plairait bien d'en voir un. Indiana, Tennessee, ça serait super pour les attaques. Notre-Dame, Penn State, pareil. Une revanche Alabama, Texas, pourquoi pas, ça serait vraiment le fun. D'un côté, ça va encore bouger, on se le dit, mais c'est vrai que
dans ces playoffs à 12, on doit le reconnaître. Ça fait quand même des match-ups qui sont assez plaisants. Et je pense aussi que le comité, dans ses futurs classements, aura en tête les match-ups que ça pourra Ouais. donner plus tard. Bah, ils auront les. C'est un programme télé hein, pour eux, hein, les Ah bah match-ups. oui. Et on sait que c'est les ratings qui comptent avant tout. Donc, je suis d'accord avec toi. On a beau avoir le scepticisme qu'on veut sur cette nouvelle formule. C'est vrai que quand tu vois le bracket et quand tu vois les match-ups, tu te dis, ah, c'est vrai que ça nous offre des sacrées affiches quand même. Et, et je suis content pour une équipe comme Boise, par exemple, à qui ça permet d'avoir des gros matchs, une équipe comme BYU, mais ça te permet. Alors, il y a certains match-ups qui sont mal faits entre guillemets parce que ça te foutrait des premiers tours, des matchs de. Il y a pas un Bama Tennessee ou un truc comme ça, je crois que t'as dit. Bama de Texas. Bama Texas, ça en bas à droite. Donc tu te retrouves avec un match-up de SEC sur le premier tour. Tu te retrouves avec potentiellement une revanche de la finale de Big Ten entre Oregon et Ohio State pour la troisième fois de l'année dès le deuxième tour. Donc bon, ça de toute façon tu peux rien y faire au bout d'un moment, mais ça rajoute du fun aussi, tu vois, de te dire que ben en college football tu peux avoir trois match-up entre deux équipes. Tu vois, ça rajoute un peu plus de piment. Maintenant, faut voir sur la durée, est-ce que les joueurs sont capables de le faire parce que ça fait potentiellement une saison à 17 matchs si je ne m'abuse. Ouais, ça. Donc on arrive avec une saison avec des gamins de 17-21 ans. Enfin bon, non, maintenant on va dire 17, 22, 23 parce que maintenant il reste de plus longtemps, mais entre 17 et 23 ans qui jouent autant de matchs que les pros NFL. Donc à voir comment ça arrive à goupiller tout ça. Mais moi je trouve ça intéressant. Moi je t'avoue que je vis pour ces match-up là et pas besoin de faire le hipster à essayer d'aller regarder un Miami Ohio contre un Northern Illinois au fin fond de la nuit. Euh, Au moins, enfin, je crache pas sur ce genre de match. Hein, au contraire, hein, c'est ce qui fait aussi le college football. Mais Mais voilà, on vit aussi pour ces gros match-up là. On sait, c'est ce qui fait vivre chaque semaine, c'est ces énormes affiches et là, il y aura que des énormes affiches. Donc, j'ai hâte. Je t'avoue que le premier draft, en tout cas, c'est une bonne pub pour le college playoff, je trouve. Absolument. Et ben de toute façon, on va falloir attendre les prochaines semaines, mais en tout cas, c'était une semaine quand même assez intéressante, et surtout avec cette première semaine de reveal du College Football Rankings. Ça va être à monitorer, et ça va être une belle semaine prochaine, hein, pour les match-up aussi. Ouais. Donc, Rob, est-ce que tu veux faire les MVP cette semaine? Je sais on enregistre tard, on n'a pas forcément eu le temps de beaucoup. Ouais, puis on est surtout ric-rac en termes de temps, mais moi, si tu veux, j'ai Ouais. un MVP offensif Vas-y, dis-moi. que je peux te donner. Je vais nous donner Brashard Smith Ok. de SMU, le running back qui attrape deux touchdowns, enfin qui attrape un touchdown, un super touchdown, et qui en marque deux à la course. Donc voilà, je vais le mettre en MVP, trois touchdowns cette semaine-là, contre Pittsburgh, qui est une très bonne équipe. Donc voilà, je vais le mettre en MVP. Il y a eu quand même des sacrées performances cette semaine, je tiens à le dire. Euh, je vais mettre un duo. Je vais mettre le duo Jackson Dart, Jordan Watkins. Faut savoir qu'ils avaient pas, je crois que c'est Harris, leur receveur numéro 1, qui était pas là pour le match contre Arkansas. Jackson Dart, 25 sur 31, 515 yards, 6 TD, 0 inter, 284 de rating. Et ben sur ces 6 TD, il en met 5 pour Jordan Watkins, son receveur, qui finit à seulement 8 réceptions, mais 254 yards, 32 yards de moyenne par réception. Et 5 des 8 réceptions sont des touchdowns. Donc énorme performance de la part du duo receveur QB de Ole Miss sur ce match. Ouais, Donc, effectivement, mais je l'avais pas vu, comme j'ai pas vu le match, je pouvais ouais. pas te Ah, le je, je- dire, je mais t'avoue que j'ai regardé le récap, c'est simple, hein, effectivement. De toute façon, il met 6 TD, il en met 5 pour lui. Donc, chiche. en fait, je savais que ça allait être mon MVP en regardant les replays des matchs. Donc voilà. Et ben En tout chiche. cas, oui, chiche, petite dédicace à notre Valentin national. Euh, En tout cas, merci à vous de nous avoir suivis pour ce récap. Encore une fois, on s'excuse de la publication un peu tardive. On a eu du mal
à se trouver pour Puis enregistrer. il a fallu attendre l'événement le plus important de cette semaine, voyons, le Voilà, reveal du College Football Ranking. exactement. C'est pour ça que ça se fait un peu tard. Voilà, c'est ça, c'est ça. On se retrouve samedi. Alors, on a rechangé d'heure de notre côté, donc on revient à l'horaire classique et traditionnel du 1-6, donc 17h pour les matchs à 18h. Il y a le récap du Group of Five qui devrait arriver avec Maxence et Geoffrey. Et sinon, on se dit à la semaine prochaine pour un nouveau récap. Merci Rob d'avoir été avec moi Avec plaisir. et à la prochaine. À la prochaine.